Amis rôlistes, joueurs de D20, voilà, bande de tentacules et autres gluants collégiens. Aujourd'hui, on continue les codex Néphilim, on en est au 10, à la fortune. On garde en tête effectivement la question majeure en arrière-fond de ces présentations. Est-ce que les arcades sont jouables facilement ou est-ce que ce sont des arcanes complexes qui certes sont intéressantes mais du coup ont tellement de sombres secrets que ça risque un peu de mettre le bazar dans une partie. Alors la fortune, pour parler déjà du codex en lui-même, il est bien écrit, il est bien structuré, il est à la fois simple et pratique, donc c'est une présentation assez complète et du coup très jouable. Utile pour le PJ, utile pour le MJ. L'arcane en elle-même, une arcane très positive, intéressante, jouable. C'est des Néphilim spécialisés sur l'étude des champs magiques, leur répartition, leur évolution, leurs mouvements. C'est donc très pratique pour prédire des éphémérides, des conjonctions, chercher des plexus, des nexus, ou se poser des questions sur tiens, il est bizarre le champ magique à cet endroit-là. Sinon, au niveau des points intéressants qui sont abordés, effectivement, il y a une description des archéomètres. Donc, ce sont les outils en fait des adoptés pour l'étude des champs magiques. Donc, il en existe des immenses qui sont donc entreposés dans les demeures philosophales où effectivement beaucoup de scientifiques magiciens, c'est un peu le goût des mecs de la fortune, à l'image du chariot, qui étudient les champs. Et il y a des versions miniatures, portables, des archéomètres qui permettent aux PJ d'avoir en fait leur outil de mesure avec eux. Donc ça peut être utile pour tous les moments d'une aventure où on se pose un peu de questions, soit sur un éphéméride, une conjonction, nexus, plexus, particularité d'un champ magique. Ça peut donc être quand même relativement utile, ce genre de joueur, ne serait-ce que pour ça. Donc ces archéomètres sont relativement bien décrits, il y a un peu un manque technique selon moi, mais bon, c'est selon mes goûts, et de toute façon, il n'y a rien d'impossible à un MJ pour rebidouiller trois règles par derrière pour que ça marche bien. On a un petit point sur la Calabre, qui est en fait un archéomètre spécial de la roue de la fortune, qui s'intéresse surtout aux akashas. Donc bon, ça c'est plus du pittoresque, j'oserais dire, utile pour une aventure, mais pas véritablement spécifique à un joueur. Spécifique pour un joueur, à moins qu'il ait envie de bosser sur le projet de la Calabre. On a un point sur les Nexim, qui sont en fait des Néphilim de l'arcane, qui sacrifient pour alimenter les champs magiques, et plus précisément pour alimenter les mandalas. Voilà. La fortune utilise des mandalas pour stabiliser certains courants magiques, pour certaines de leurs expériences. Les Nexim, c'est un peu comme... c'est un Néphilim qui fusionne volontairement avec son environnement pour renforcer les champs magiques. C'est pas véritablement une mise à mort, mais c'est quelque chose proche de la narcose, on n'est pas censé revenir. Donc il y a un petit point dessus, un petit point sur les mandalas, donc ça rend le tout assez... voilà, ça vous fait une petite dose de pittoresque dans la fortune. On a un point aussi sur la grande immanence stellaire. Qu'est-ce que c'est ça? La grande immanence stellaire, c'est une tradition de la fortune où régulièrement, ils prennent leur prince, donc le chef de l'arcane, et ils l'envoient se fusionner la tronche dans l'espace sur une comète. Voilà. Au passage, effectivement, le prince actuel, il rechigne un petit peu à ce que ça lui arrive. Alors, il y a des petites magouilles politiques au sein de l'arcane. Voilà, il y a un peu une ambiance quand même, magouille interne, secret, mystère. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus développé par rapport à d'autres arcanes. Les manques, on a comme souvent dans les codex très peu d'infos, et là en l'occurrence pas d'infos sur la lame. Autant dire que les secrets de la lame, c'est même pas la peine. Quand je parle de la lame, c'est effectivement l'objet magique légué par Akhenaton, qui est un objet physique, qui porte en son sein en fait la quête de chaque arcane est inscrite dans l'arcane, dans la lame. Mais il faut assez tout simplement de savoir magique, de capacité ésotérique et de sagesse pour réussir à décrire. Ce qui fait qu'il y a très peu d'arcanes où on sait quelque chose. Et la roue de la fortune, tu sauras rien. Voilà, on se demande est-ce que c'est pas lié à la grande immanence stellaire. Enfin, ouais. Bon, les questions sont ouvertes. Il y a une bonne description d'ailleurs du prince, quand on en est sur la grande immanence stellaire, vu que un des problèmes de l'arcane, c'est que le prince, il a pas du tout envie de se faire balancer dans la tronche dans une comète qui passe. Il est bien décrit, lui, les sous-groupes internes, comment il essaye de se soustraire à ce rituel qui ne l'intéresse pas du tout. Pour une fois, l'aspect relation est bien fait, bien utile. Voilà. Bon, il est souvent bien fait, mais il est souvent peu utile
en termes interarcanes. Là, il est quand même relativement développé, ça vous file pas mal d'infos, c'est intéressant, les liens fortune, papesse, fortune empereur, enfin, voilà. Attention, les voilà. Quoi dire d'autre encore? Bon, les petites intrigues justement sont sympas. On a, attention, on spoil. Attention, je ne vais pas spoiler trop, mais en fait, la roue de la fortune possède un prince caché. Il y a aussi un nouveau type d'akasha unique que vos personnages peuvent découvrir en commençant à bien connaître les secrets de la fortune. C'est assez intéressant. Voilà, c'est un akasha lunaire sur la lune. Donc il y a que du bon, il y a facilement intégrable dans les scénars, ça peut donner des idées, des envies. Donc la fortune, c'est plutôt du tout bon et du tout jouable. Ah, j'ai mis 5 minutes et quelques pour la fortune. Enfin, il y a quand même beaucoup à dire sur la fortune, on va essayer de plus court, là quand même pas grand chose à dire. Exemple, la force. La force, bah, alors pour le côté positif, elle est très bien décrite, on a son historique, beaucoup d'historique, mais il y a un immense problème. En fait, le codex de la force est rédigé avant la campagne du souffle du dragon, ce qui signifie avant le retour du prince véritable et originel de la force, qui revient dans la campagne. Et effectivement, de toute façon, dans la gamme, c'est prévu qu'ils reprennent la tête de l'arcane. Donc on a une très bonne description de ce qu'était l'arcane avant le retour de Mister M. Il y a même quelques perches qui sont ah bah là attention par rapport s'il y a le retour de Bidule ça va créer du bazar sur tel ou tel point, eux ils seraient plutôt favorables à lui. Donc effectivement si vous voulez faire le retour de M au sein de la force et à la tête de la force à la suite du souffle de dragon, il est très bien. Sinon vous allez avoir un codex historique qui en fait a déjà plus court au moment où vous jouez. Donc pour des informations actuelles, je vous conseille tout simplement d'aller regarder dans le 5e tome des Chroniques de l'Apocalypse, où effectivement on a le retour du prince véritable qui est entériné, et surtout les modifications qu'il a emmenées. Du coup, si tu veux comprendre les modifications, il faut quand même un peu peut-être taper le codex. Et effectivement, aussi dans le livre du joueur, 3e édition, pour une bonne description de ce qu'on appelle la dragomachie. Donc la dragomachie, c'est la forme d'art et tout simplement de science magique spécifique à la force pour l'affrontement et la domination des effets dragons. Donc en fait c'est quelque chose de très intéressant qui est honnêtement totalement bâclé dans le codex et qui est très bien développé justement dans le livre des joueurs 3e édition. Donc le livre des joueurs Néphilim, les petits fascicules indépendants là, Bohémien, Sélénim, Archaïm et les Nef, on a dedans en fait la voie de la dragomachie. Donc très intéressant et très pratique. Donc très très mitigé sur la force. Je voudrais dire c'est un codex historique, c'est limite le codex dont vous pouvez vous passer si vous jouez pas un personnage de la force. Voilà, vous le savez, la force était constituée un peu bizarrement avant, enfin bizarrement. C'était Lancelot le chef, il a construit ça de manière assez militaire. Il y a le retour de quelqu'un reprend les choses en main, le construit différemment, et on a un visage de la force un peu différent qui se met en place. Codex indispensable si vous voulez jouer ces modifications. Codex totalement dispensable si vous n'avez pas d'adopté de la force et que vous comptez pas du tout mettre en place cette modification de l'arcane dans vos campagnes ou dans vos parties. Le pendu, bon, on va essayer de pas être trop long parce que j'ai une tendance à spoil, mais là ça serait vraiment tout gâché. C'est du lourd, c'est du très lourd. J'en parlais un peu quand même en spoilant, mais bon, c'est quand même constitué que de secrets. En plus, c'est quelque chose de parallèle à l'Apocalypse, dont on entend parler dans les Chroniques de l'Apocalypse, mais c'est quelque chose qu'on sent qui est utile en cours d'Apocalypse, donc pas par rapport au lancement des Chroniques de l'Apo, donc on est quand même sur de gros secrets à long terme. Alors on va le dire simplement, attention, je vais me laisser jusqu'à 10 minutes, 10 minutes 30, voilà, pour spoiler à mort. Donc en fait, le pendu, il y a 3 types de pendus. Il y a les Néphilim qui voudraient faire partie du pendu et qui volontairement se provoquent des ombres, là c'est pas des pendus. Il y a les Néphilim qui se retrouvent coincés sur une particularité humaine qu'on va raborder après et qui les bloquent en fait en position d'ombre dans ce simulacre, mais ça les accompagne pas pour le prochain. Il y a les vrais pendus, ceux qui connaissent ça, mais qui ont modifié leurs tentacles de manière à ce que leur transmigration vers un autre corps d'accueil, un autre simulacre, modifie le simulacre en ramenant les particularités qu'avait le simulacre d'avant. Ouais, je vais être clair. En fait, la particularité, c'est tout simplement certains humains ont été modifiés par Prométhée il y a très longtemps, grâce au sacrifice de son bras droit
qui est sûrement le vrai prince caché, et qui est le vrai prince caché du pendu, sauf qu'il n'est pas encore là, Hazar, un Néphilim qu'il a tout simplement laissé, qu'il a dissous et réparti dans l'ADN humain. Là-dessus, en fait, un autre Néphilim a réussi à trouver un rituel pour transformer votre pentacle dans ce qu'on appelle un télos, c'est-à-dire une marque qui va reproduire cet effet d'un simulacre à l'autre, qui va vous permettre en fait effectivement de pas seulement être en ombre perpétuelle, c'est de communiquer par votre simulacre au travers de ses rêves, voire plus facilement après quand l'humain il maîtrise bien son truc. Donc voilà, on va commencer à arrêter les spoils, mais effectivement, par rapport à ces révélations, il y a beaucoup de magouilles politiques. Enfin, politiques. Je pense en fait tout simplement, il y a deux personnes qu'on appelle les bourreaux, qui sont les seuls vrais membres du pendu, tout simplement parce qu'il permet aux autres pendus de se créer par la transmission de cette manœuvre magique. Et en fait, jusqu'au retour du copain à Prométhée. Ouais, très dur de pas spoiler à mort en fait. Enfin, le pendu c'est du lourd, pour parler plus simplement. Le livret est très bien décrit, fournit tout ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est un des manques de la 3e édition. On n'a pas un truc pour jouer un pendu. Donc, faut bidouiller sur la 2e si vous voulez plus. Enfin, de toute façon, on a vraiment une base voilà, de règles qui va bien marcher. Et c'est un gros défi, plus pour les PJ hein, qui joueraient un pendu que pour un MJ. Le MJ, bon, t'arrives assez facilement à te retrouver avec un pendu dans ton groupe. Jouer un pendu dans un groupe de Néphilim peut être justement très marrant parce que vous jouez le couple. L'humain qui est là et le Néphilim qui est en ombre, leur union, leur communication, comment ça se passe. On a pratiquement plus, enfin, c'est des personnages qui ont souvent un pied dans le caïba ou la folie, c'est difficile de pas sombrer, donc c'est vraiment très intéressant. Ouais, j'en dirai pas plus, le pendu c'est un défi. Voilà, si vous avez l'impression d'avoir fait le tour de Néphilim, jouer un pendu, c'est autre chose. Une autre manière de jouer qui est vraiment d'ailleurs assez sympa. Et comme souvent, hein, Chronique de la peau, 5e, t'as les secrets du pendu qui reviennent sur le conclave majeur, donc forcément il y a des tas de petites choses. La mort, l'arcane sans nom, la renaissance, tatin. Donc le 13e, alors on va vous le dire tout de suite, effectivement c'est une description de l'arcane. Vu que ça touche au monde de Sélénim, on en ressent d'autant plus le manque d'infos par rapport au culte de Lilith. Le bouquin est bien, mais en fait ouais, c'est vraiment une description qui est à la fois... elle essaye de tout survoler, donc c'est succinct, c'est sommaire, ça donne du boulot à un MJ s'il veut jouer, enfin s'il veut dans son groupe faire jouer un Sélénim, s'il veut permettre le jeu d'un Sélénim en tant que PJ, très investi dans l'arcane. D'un autre côté, l'arcane, justement, il est bien fait. Quand on connaît les chroniques de l'Apocalypse et les secrets du monde Sélénim, c'est intéressant parce qu'effectivement, en filigrane, on a les sauriens blancs, on a du 666, on a un brin de mystère de la lame, enfin un codex qui vous parle des mystères de sa lame, qui est légèrement survolé, je vous donne des miettes, hein. On a la menace saurienne, ouais, le truc des chroniques de la peau. Donc en fait, c'est vraiment un supplément super intéressant, mais c'est presque un supplément d'ambiance qui vous mettrait les indices de la campagne de l'Apocalypse dans le monde Sélénim avant que ça arrive. Voilà. Et en plus, c'est un codex qui va prendre tout son jus, voire toute son inutilité, tout simplement parce qu'il fait suite à la campagne de Sélénim première édition, qui est la meilleure campagne Sélénim que pour des Sélénim, où alors là, il y a du culte de Lilith, une tentative de création de seconde lune noire, Lilith elle-même, les parcs, du saurien blanc, enfin c'est la super campagne. À la Néphilim Old School, donc les joueurs, ça va être très dur pour savoir des choses. D'un autre côté, il y a des bons indices pour le MJ, et surtout avec les suppléments qui sont sortis après dans la gamme, on sait ce qui se passe. Voilà, on sait ce qui se passe. Et où en plus vos PJ finissent membres, pas honoraires de l'arcane, ils finissent comme princes de l'arcane. Donc une super campagne pour introduire au monde Sélénim. Et donc les balles qui sont décrits dans ce codex, en fait, sont des PJ imaginaires, enfin la version officielle de la résolution de la campagne Sélénim, première édition, avec certaines embrouilles, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous voulez vraiment
pleinement en profiter, effectivement, il faut la campagne de la première édition, il faut Testament, le supplément, les chroniques de la peau de 1 à 5, hein, parce que j'ai dit 666. Donc voilà, ceux qui ont lu les chroniques de la peau savent ce que ça implique. Le manuel Sélénime 3ème édition pour beaucoup de points. Le livre du maître 3ème édition pour justement pleinement comprendre les secrets et les enjeux de ce qui se passe depuis la campagne de la première édition. Et bah tu travailles aussi. Et si par là-dessus vous rajoutez les figures, et bah ce sera parfait. Et vous voyez, ça relie à beaucoup de background. De notre côté, ça fait partie des trucs fermés. Bon, on a encore quelques mystères qui sont restés ouverts. Hein. Tunguska, le lien KLN Orichal, donc on connaît, mais qui a des tas de choses à faire développer. Le cas Feu Noir. Mais quand c'est qu'on va en reparler? Donc là, je dérape, mais c'est une bonne goutte par rapport à l'univers Sélénime, mais c'est insuffisant. Voilà. Pour pleinement intégrer l'univers Sélénime dans le jeu Nef, dans un groupe hétérogène, vous allez avoir besoin de vous bouffer tout ce que je vous ai dit. J'avais noté plein d'autres choses, mais en fait, c'est même pas que ça serait du spoil, c'est qu'effectivement, ça relance à plein de choses. Enfin, vous voyez, c'est enthousiaste. Et en soi-même, ce sera insuffisant. Voilà, le codex est indispensable si on veut jouer côté Sélénime, ou qu'il y ait au moins un personnage côté Sélénime qui soit lié à la mort. D'un autre côté, il va vous demander plein d'investissements sur d'autres bouquins. Passons à la tempérance. La gentille tempérance 14. Bah, à contrario, là, c'est très bien, très pratique, très jouable, et pour une fois, le boulot, il est tout fait pour le MJ. En plus, bon, il y a forcément un ou deux petits secrets, mais en fait, on est dans la tempérance du début à la fin. Ils n'ont pas trahi leur lame, c'est effectivement des gros elfes gentils qui font du soin. Je caricature, hein, ça peut être intéressant de jouer un Pyrim tempérance. Mais on a dans ce codex une description complète des pratiques de la tempérance, des compétences spécifiques de la tempérance, des pratiques magiques de la tempérance. Et quand je dis pratique, hein, c'est l'organisation, leur mode de pensée, des règles internes, de leur structure en tant qu'arcane. On a une description du prince qu'on appelle le cœur, qui est un personnage très intéressant et qui en plus, bon, on a assez pour qu'il soit jouable, pas pour un PJ, hein, mais effectivement pour avoir de l'interaction avec vos PJ, ça a du sens, même si c'est une figure, hein, c'est un grand nef, hein, ça va pas être leur copain de tous les jours, mais en tant que mentor ou quelqu'un qui apparaît pour leur donner de l'aide, c'est vraiment un PNJ sympa. Donc la tempérance, c'est simple, c'est pratique, c'est jouable. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Dans les intrigues, on a le projet Phoenix avec les matères, on a l'explication sur le cas piégé. Hein, il y a quand même des histoires de cas piégés sur la tempérance. La seule puterie de la tempérance, même quand la tempérance fait des coups de pute, c'est pour le bien de la communauté. Mais bon, sans lui demander son avis. Mais même ça, la tempérance, ils sont gentils, ils sont gentils. Même leurs magouilles, elles sont gentilles. Akhenaton a fait 15 fois pire. On a sur l'hospice de la sérénité, un autre exemple. La tempérance est méchante. La tempérance a kidnappé 2 sélénimes qui torturent pas, qui tuent pas, voilà, ils les séquestrent un peu contre leur gré pour faire des cobayes puisqu'ils voudraient un petit peu comprendre les sélénimes et les aider. Et puis voilà, ils en ont kidnappé 2. Bon, c'est pas méchant, enfin c'est pas gentil, mais comparé à tout ce que font les autres arcanes, c'est la tempérance, quoi. Ils sont gentils. Donc une arcane pas piégée. En plus, c'est toujours utile d'avoir un personnage de la tempérance dans le groupe parce que tout le monde les aime bien, tout le monde a l'utilité de bien les aimer. Ils ont leur entrée partout, ils sont pratiques, effectivement, si vous avez un Pyrim bourrin de la force, voilà, il aura besoin de se faire soigner après. Ils sont très bons dans la médiation, mais même avec une société secrète, ils sont vraiment assez utiles en fait. Ils sont pas forcément les plus funky beat folichons à jouer, mais c'est pas la 5e roue du carrosse. Hein. C'est vraiment, ça peut être bien plus que les soigneurs du groupe, faut être clair. C'est pas le clair à ADD. J'ai le mot pas préparé. Allez, on s'en fout. Comme d'habitude, il n'y a pas d'infos sur la lame. Oh. Pour le reste, c'est vraiment... il est complet, il est jouable pour une fois, vous n'allez pas à vous faire chier à reprendre 15 millions de suppléments à droite et à gauche. Ça suffit, le codex se suffit à lui-même. Bon, à frôler les 20 minutes, alors c'est bon, je vais commencer à me taire. En tout cas, bon jeu à vous, hein, je finis les codex, je pense, très 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 vite bientôt. Et voilà, salut les gens!